Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, ex-banquiers et anciens experts comptables, mais surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue sur notre podcast Quitte le Boomer Dream. Ici on parle d'argent sans être chiant et on te donne les clés pour prendre tes finances en main, gérer ton patrimoine et investir. Le meilleur moment pour quitter la rat race commence dès maintenant et on espère te motiver chaque semaine à avancer dans cette quête. Chaque lundi, tu retrouveras notre épisode sur nos aventures hebdomadaires et sur les actualités du monde de l'investissement. Le jeudi, nous sortons un épisode sur un thème particulier du monde de l'investissement avec toujours le même objectif, vulgariser les sujets complexes et te faire progresser dans ce domaine. Nous recevrons un invité par mois pour un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute et à nous laisser une note de 5 étoiles, à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. On a hâte de te retrouver chaque semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver. On est toujours sur le format de la semaine dernière. On voulait vous remercier pour vos retours parce que visiblement ça vous plaît, que ce soit en 2 fois. Donc si ça vous touche, ça nous touche. Puis c'est cool d'avoir des retours surtout parce que du coup, des fois, nous, on a un peu moins seul du ouais, non, mais c'est surtout qu'on a à tâtons parce qu'en fait, on se dit en mode est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ça va bider, est-ce que Ouais, surtout qu'on a quand même pas mal. Là, on commence à accumuler pas mal d'auditeurs. C'est vrai que on a peur un peu de changer les choses qui marchent en fait. Donc c'est que l'être humain n'aime pas changer ses habitudes. Ouais, et c'est vrai que le format de 1 heure, c'est peut-être un peu long. Là, on s'en rend compte qu'au final, même ceux qui aimaient bien le format de 1 heure, ça leur va aussi. Donc on est content. Et je pense que là, on va rester encore dessus avant de prendre définitivement la décision de rester comme ça. Donc plutôt bonne nouvelle. Complètement. Et on se retrouve pour les actus de... Je sais même pas comment dire, j'ai l'impression d'être Hugo Décrypte. Ouais, c'est... News de la semaine. Alors, cette semaine, dans l'actualité internationale... C'est exactement ça. Alors, au niveau des boom anecdotes, on a eu le changement d'heure cette semaine. Oui, et franchement... Je suis en jet lag. Non, mais c'est complètement ça. C'est qu'en plus, nous, on s'était dit, parce que on avait un mirage de ça, c'est qu'on va pas se mentir, chaque année, dès qu'on a le changement d'heure, on est complètement décalé pendant une semaine, ça nous fatigue un peu. Et moi, je m'étais toujours dit, ouais, mais bon, c'est parce qu'il y a le travail, il faut se lever, machin, truc. Quand on sera complètement en maître de notre planning, on pourra le gérer comme on voudrait, ça sera plus facile. Bon, mais spoiler alerte, non. Tu sais, je trouve ça pire, en fait. Je me rappelais pas que l'année dernière, les années d'avant, c'était pareil. En vrai, on va pas se mentir, c'est moins pire parce qu'en fait, on est plus reposé, qu'on a pu, du coup, rester un peu décalé. Mais c'est intéressant toujours de se souvenir pourquoi est-ce qu'on change d'heure et qu'en plus chaque année on nous promet que c'est le dernier changement d'heure et genre on nous promet ça depuis clairement 2013 je pense. On était même pas majeur qu'on nous promettait déjà qu'on arrêterait de faire ce truc inutile et en fait chaque année on continue à le faire comme d'habitude. C'est encore une norme européenne qu'on vient de nous imposer. Bon après je comprends bien qu'à l'échelle d'un continent on peut pas non plus changer d'heure dès que tu passes une frontière, mais bon il y a un moment donné il faut quand même que c'est une certaine cohérence. Est-ce que tous les pays changent d'heure? Bon, dans la zone euro oui. En fait, si tu veux, Parce que des fois, t'as quand même, entre pays de l'euro, enfin, on a quand même des décalages, tu vois. Oui, mais en fait, il y a 3 fuseaux horaires en Europe. T'as, grosso modo, t'as le fuseau horaire où t'as le Portugal et l'Irlande et la Grande-Bretagne qui ont 1 heure de moins que nous. Mm-hmm. 1 heure de plus, pardon. Oui, 1 heure de plus. Et après, t'as les pays un peu de l'Est, donc tout ce qui est après la Pologne, où tu vas voir Pologne, tu vas voir Roumanie, tu vas voir... Hongrie, j'ai un doute. Je t'avoue que je suis jamais allé là-bas. Je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, t'as ces pays-là qui ont 1 heure de plus, du coup. Ok. Non, 1 heure de moins, pardon. Donc là, tout le monde a changé au 31 mars. Enfin, c'est 31 mars. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est un dimanche. C'est oui, voilà, ils le font un dimanche parce que ça perturbe moins pour les avions et compagnie. Même les enfants, je suppose, non? Non, franchement, aucun rapport avec les avions. Les enfants. Non, je pense sinon ils le feraient pas, tu vois. Parce qu'en plus, on a des amis qui ont un bébé qui a 1 an et apparemment, c'est un traumatisme le changement d'heure pour lui parce qu'il commence à être réglé. Et là, ça y est, il est complètement déréglé tout. Enfin bref. Non, c'est surtout pour les avions qui font ça entre le samedi soir et le dimanche. Et en fait, à la base, c'était soi-disant pour faire des économies d'énergie. Ah ouais? Mais oui, ils ont mis ça parce qu'en fait, ils ont mis ça dans les années 70 parce que t'avais eu le premier choc pétrolier qu'ils étaient rentrés dans la méta, on va consommer moins d'énergie au lieu de se poser la question d'en produire plus. Et du coup, ils étaient là, je sais pas, il y a sans doute un fonctionnaire qui a une giga idée en se disant, oh, j'ai trouvé comment on va régler le problème. En fait, on va créer un changement d'heure et comme ça, on va économiser quoi que ce soit. Alors, il a dû sortir des super tableaux avec des calculs en vous disant, voyez, on va économiser tant de mégawattheures par an si on change d'heure, sauf que
je peux lui laisser le bénéfice du doute parce que je dois avouer que je suis absolument pas un spécialiste de la consommation d'énergie dans les années 70, ni même de la consommation d'énergie aujourd'hui. Mais vu qu'on regarde un peu nos modes de vie modernes, je ne vois pas à un seul moment ce que ça peut nous faire économiser comme énergie aujourd'hui. Parce qu'en fait, si le soleil se couche plus tôt, plus tard, en fait, t'allumes juste la lumière plus tôt, plus tard, sans oublier qu'en plus, aujourd'hui, dans la France de 2025, notre électricité, donc qui est un peu ce que tu vas consommer quand tu changes d'heure, elle est à plus de 80% décarbonée entre les énergies renouvelables, l'hydraulique et le nucléaire. Donc même d'un point de vue de l'écologie et du réchauffement climatique, ça ne change rien du tout. Donc vraiment, je vois pas ce qu'on y gagne à part perturber tout le monde chaque année et vraiment tout compliquer quoi. Et est-ce que les USA, par exemple, enfin tout ce qui est du coup Amérique centrale, Amérique du Sud, ils changent aussi de... Alors non, s'il y a que les pays de là encore. C'est que européen en fait. Non, c'est pas que européen. Les États-Unis changent d'heure parce que je pense que c'est sans doute eux qui ont les premiers l'idée. Alors je sais pas si c'est les Européens ou eux, mais c'est l'un des deux qui a eu l'idée dans les années 70 de faire ce fameux changement d'heure. Mais dans l'hémisphère sud, personne ne change d'heure. Donc c'est pour ça que par exemple t'as les dom-toms genre La Réunion où on est en décalage horaire de 3 heures l'hiver et on est en décalage horaire que de 2 heures l'été. Ok. Parce que du coup dans les pays de l'hémisphère sud visiblement ça changeait rien à la consommation d'énergie de pas changer d'heure, tu vois. Mais par contre aux États-Unis c'est encore plus incroyable, c'est que eux ils changent d'heure mais vraiment ils changent d'heure comme ça les arrange. C'est-à-dire que je me souviens, c'était une anecdote qui date d'avant le Covid, je pense que ça devait être en 2018 ou 2019 où il y avait un économiste qui avait conseillé dans le premier mandat de Donald Trump que s'ils avançaient le changement d'heure d'été qui normalement était prévu genre début avril, il l'avait fait début mars. Et en fait, il y avait un mec qui avait sorti que du coup, les Américains se sentiraient plus vite en été et que du coup, ça améliorerait les ventes de barbecue et de plus ou moins... ça accélérait la consommation parce que les Américains consomment apparemment plus l'été que l'hiver. Enfin, encore une fois, je sais pas si c'est vrai, je ressors le mec juste a poussé le mindset les infos comme je les avais eues et comment je m'en suis souvenu. Mais c'est ce truc-là, c'est n'importe quoi. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on fait encore ça. Surtout que si tu vas aller jusqu'au bout du raisonnement et que tu regardes concrètement notre fuseau horaire qui du coup va de Brest en Bretagne jusqu'à la frontière avec la Pologne, grosso modo t'as déjà un bon décalage sur de 1h30 sur le soleil, tu vois. En mode quand il fait nuit à la plus ou moins, ça doit quoi, ça va être je sais pas moi, j'ai Berlin, on va dire, allez, on va prendre Berlin qui est un peu à la limite. Je pense que quand il fait nuit à Berlin, t'as encore 1h30 de soleil à Brest, tu vois. Parce que forcément t'as quand même pas mal de kilomètres à vol d'oiseau entre les deux. Donc vraiment je ne comprends pas pourquoi ils maintiennent encore ce truc. Après, c'est quand même un peu plus agréable, je trouve, d'avoir du soleil le soir, mais c'est vrai que, putain, ça décale. En fait, l'idée, c'était que si on faisait le décalage horaire, on gardait l'heure d'été. Sachant qu'en plus, l'heure d'été est déjà décalée par rapport à l'heure qu'on devrait vraiment avoir, parce que le principe de l'heure, c'est que normalement, à midi, le soleil doit être au zénith. Ouais. Et qu'en fait, avec l'heure d'été, en fait, le zénith est à 14h. Ah, d'accord. Donc on est déjà décalé de 2 heures. Mais c'est vrai que ça a plus de logique pour nos modes de vie en soi, tu vois. Parce que sinon, le soleil se leverait à 4 heures du mat et il ferait déjà nuit à 20 heures. C'est clair. Bref, fini la parenthèse sur ce changement d'heure. J'espère que je vous ai appris quelque chose parce que vraiment, moi, ça fait partie des trucs qui... Ça irrite Julien. Ouais, et puis c'est surtout que c'est toujours pareil, je ne comprends toujours pas pourquoi on le maintient. Tu vois, t'as des trucs en mode, qu'on nous raconte dans les livres d'histoire, quand vous étiez petit, on changeait d'heure parce qu'en fait, on avait toujours pas fait la réforme. Et là, je ne comprends pas que ce soit aussi compliqué d'arrêter un truc qui est aussi inutile, sachant que chaque année, ça change de date en plus. Ouais, c'est vrai. Deuxième boom anecdote. Quelle fut pas notre surprise, notre désarroi de constater que maintenant les posts sur le Bon Coin sont limités. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez poster des annonces sur le Bon Coin, vous êtes limité à 5 par an, je crois, par utilisateur. Et l'abonnement, il est hors de prix. Alors, c'est plus. Effectivement, t'es limité à 5 par an par contre pour les appartements. Enfin, pour les biens en location d'habitation. Et t'es limité à 3 par an pour les bureaux et commerces. Et en fait, autant vous dire que nous, on éclate tout, du coup. Autant vous dire que nous, quand je me suis rendu compte de ça l'autre matin, je crois que c'était dimanche dernier en plus, je mets à jour une de nos annonces parce que du coup, honnêtement, c'est vrai que je dois avouer, j'ai un peu fait le rat dans cette histoire, mais j'ai jamais ralassé le Bon Coin, tu vois, j'ai jamais payé le moindre... Je connais, par exemple, il y a d'autres investisseurs immobiliers qu'on connaît qui de temps en temps payent pour que leur annonce remonte, enfin qui utilisent un peu les fonctionnalités payantes du Bon Coin. Je ne les ai jamais utilisées. Moi, ce que je fais, c'est que je sais pas, au bout de 15 jours, quand je vois que mon annonce descend
sont un peu trop, je la supprime, je la remets, je la reposte. Et en fait, j'ai voulu faire ça dimanche dernier, et dimanche dernier, j'arrive à la fin de la validation de mon annonce, et je vois, en gros, veuillez payer 119 €. Et je suis en mode, j'ai dû me tromper, j'ai dû activer un booster sans faire exprès. Du coup, je remonte dans les étapes avant, tu vois, la validation. Et là, je vois qu'en gros, il y a une petite case où il y a marqué oui, maintenant il y a une nouvelle réforme sur le Bon Coin. Vous allez donc être limité à ça par contre. Et là, du coup, je suis en mode, bah vraiment, ils sont nuls en stratégie marketing, parce qu'ils m'auraient dit ouais, à la limite, t'as dépassé un peu cette année. En plus, c'est 12 mois glissants, tu vois. Donc en plus, enfin nous, c'est sûr qu'on est on est full on est full repéré par leur truc, parce que je sais pas moi, surtout dans la dernière année où on a eu pas mal de relocations, beaucoup d'investissements, etc. Je pense que j'ai dû poster, je sais pas moi, 50 annonces sur le Bon Coin dans la catégorie location, tu vois. Du coup, je me dis bon ben vraiment on est cuit. Et s'ils avaient été un peu malins, ils auraient dit bon ben on vient de changer les règles, le vrai prix de l'abonnement c'est ça, mais allez, comme vous êtes fidèles, vous avez un compte Le Bon Coin depuis longtemps, on va essayer de vous inciter un peu. Tu sais, comme fait Amazon Prime, il t'aurait mis un petit abonnement, je sais pas moi, genre 2-3 € par mois. Je pense qu'à 2-3 € par mois, le premier. Ouais, je l'aurais pris. Et là, franchement, 119 balles par an, je suis en mode, bah là, vraiment, mon ref, non, là, Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste multiplier les comptes Le Bon Coin. C'est vrai que ça fait 10 € par mois. Le truc, c'est que nous, on n'est pas professionnels. Encore pour les agences IMO, je peux comprendre. Et d'ailleurs, elles sont vachement plus mises en avant que nous, ce qui est normal. Oui, tu vois, ce qui est normal. Mais après, pour l'utilisation de monsieur, madame, tout le monde, c'est vrai que... Non, mais le pire, c'est qu'en plus, même si tu parles des 119 €, t'as même pas accès à tout. 119 €, t'as juste... T'as même pas les boosters, je suppose. Non, t'as même pas les boosters, en fait. Le problème, c'est que voilà, c'est en plus à 119 €, t'es même pas dans l'offre all inclusive, tu vois. C'est juste que Le Bon Coin considère qu'avec ce nombre d'annonces-là, on est une agence IMO, sauf que je suis absolument pas une agence IMO, tu vois. Enfin... Ah, et tu penses que les autres, ils sont pas limités, là? C'est juste parce qu'on... Ah non, c'est le cas pour tout le monde, mais en gros, Le Bon Coin considère que voilà, si tu deviens un gros investisseur particulier, tu dois payer comme les autres. Mais vraiment, enfin, on va pas se mentir, c'est absolument pas rentable pour nous. Enfin, je veux dire, ça fait vite des charges trop élevées surtout que moi j'ai notre cash flow. Ouais, puis j'ai jamais aimé multiplier ce genre de charges, parce que moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train genre je sais pas moi, en louant un appart à 400 €, je me dis en fait, si je dois payer 119 € pour publier l'annonce, je perds déjà un quart de mon premier mois de loyer, si tu veux. Moi, je le vois uniquement comme ça. Donc c'est pour ça que je me dis bah vraiment c'est pas intéressant. Et juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les comptes Le Bon Coin. Juste le compte Le Bon Coin, vous avez besoin d'un mail et d'un numéro de téléphone. Bon, on va peut-être pas acheter des numéros de téléphone exprès, mais genre bon, on a pas mal nous avons pas mal de gens dans notre entourage qui n'utilisent pas leur compte Le Bon Coin et qui, je pense, vont accepter de nous donner leurs accès. Non mais bon, je vous donne la strat parce que vraiment je trouve que c'est bête, parce que bon, forcément Le Bon Coin c'est quand même un site, ils ont de la maintenance, ça coûte quelque chose, etc. Mais je veux dire, étant donné déjà que tu sais qu'ils font banque, banque. En gros, ils peuvent faire des transactions. Oui, ils font service de paiement quand tu... Donc voilà, en fait, le Bon Coin, il se rémunère déjà sur pas mal de choses, et notamment sur le fait que comme c'est la référence pour les particuliers, les professionnels sont obligés d'y être. Et je comprends que les professionnels sont obligés de payer, enfin ça me paraît cohérent. Le problème, c'est que du coup, quand t'es un particulier, s'ils font ça, bah en plus t'as pas d'alternative à Le Bon Coin. Tu vois, je sais pas s'il y avait 3-4 sites, tu vas encore dire bon ben ouais, si l'on oublie, on va publier ailleurs. Mais c'est vraiment la référence. Et même moi, j'ai toujours dit, y compris dans ce podcast, que on a toujours fait tous nos investissements immobiliers en passant par Le Bon Coin, que ce soit recherche de biens, location. Enfin des fois on a du off market, mais la plupart du temps c'est ce canal-là qu'on utilise. Donc vraiment, ouais, qu'ils aient changé les règles là-dessus. Moi, je m'attends à ce qu'ils y reviennent, parce qu'ils se sont sans doute dit ouais, on va prendre des milliers d'abonnements, et puis à mon avis, on doit pas être les seuls à quand même réfléchir un peu et à essayer de trouver des solutions. Après, il en existe d'autres, hein. Il y a PAP, tu vois, il y a pas mal de... Non, c'est nul. Bon, c'est nul. On va pas se mentir. Alors c'est vrai que par exemple, Se Loger et PAP, c'est moins cher que Le Bon Coin pour les agences IMO. Donc ça arrive de manière assez rare que tu aies une agence qui décide de limiter un peu ses frais sur la publication d'annonces et qui ne publie pas sur Le Bon Coin. Je sais que ça existe. Ça m'est déjà arrivé de trouver des biens sur Se Loger qui n'étaient pas sur Le Bon Coin. Oui. Cependant, franchement, je veux dire, tu peux pas commencer à passer par ces sites-là pour... Bah, je sais pas, parce que quand t'étais étudiant, t'as cherché ton premier appart, moi j'étais sur tous les sites. Vraiment, c'était tellement chiant de trouver que... Ah non, moi j'ai toujours été full Le Bon Coin. Surtout qu'en plus, je viens de me souvenir, mais Se Loger, pareil, c'est payant de publier. En fait, Se Loger, c'est vraiment pour les professionnels. J'ai jamais eu le cas où c'est moi qui publiais, mais oui. Ça existe, donc je sais pas. On vous dira quelle stratégie on trouve. Ça risque de se décider sur... On va piquer à tout le monde. Ouais, non mais le problème, c'est qu'on le voit venir en plus, que bon, ça sera à mon avis dans pas mal de temps, mais ça finira comme Netflix, où en fait ils traqueront votre IP et se rendront compte quand vous avez genre 10 comptes Le Bon Coin à la même IP. On va être bloqué.
Est-ce que tu parles un peu de l'actu? Vraiment, t'es une autre boom anecdote de notre Imo Dream? Non, franchement, ça va. Ça a été plutôt calme cette semaine. On n'a pas Ben, grand-chose de plus à les dire. marchés font la gueule quand même. Hein. Oui, bah ça c'est plutôt la grosse actu de la semaine, c'est que Trump avait fait un On l'arrête. giga une giga interview pour mardi de la semaine dernière où en fait il a annoncé les fameux droits de douane sur un ensemble de pays et c'est vrai que la liste a fait assez peur parce qu'il y a genre Il a éclaté tout le monde. le Cambodge, ils se sont ramassés genre 49% de droits de douane. Ouais. Mais tu sais que nous, en tant que pays de l'UE, on prend le même tarif que tout le monde en vrai. Que tous On les a 20 pays de l'UE. lui on a 20%. Enfin, que tous les pays de l'UE. Genre lui, il a dit, je regarde même pas, je fais pas la différence. Ouais, mais après, ça, à un moment donné, c'est un peu logique aussi. Tu vois, non, le souci, c'est que il peut pas regarder par pays dans l'UE parce qu'en fait, comme on est une zone de libre-échange, si tu veux, s'il commence à dire, ben, l'Irlande, c'est 5 et la France, c'est 20, ben, en fait, les importateurs français vont juste acheter en Irlande, donc, ça contourne le truc, tu vois. Pas bête. Donc, non, c'est qu'en réalité, ça fait beaucoup parler et moi, j'ai vraiment l'impression que d'un point de vue un peu de la culture économique, que ce soit un peu de tout ce qu'on peut lire partout, que ce soit même des fois des entre guillemets économistes ou journalistes économistes, etc. Je trouve quand même que souvent le niveau est un peu faible parce qu'on trouve pas beaucoup de critiques assez recherchées sur ce que propose Trump parce que c'est vrai que ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros là il est un peu en train de renverser la table sur le sujet de la mondialisation du libre-échange et il revient à la bonne vieille méthode des droits de douane et en gros tout le monde te dit ah non mais c'est super mauvais pour l'économie, ça va compliquer plus ou moins l'investissement des entreprises, ça va créer de l'inflation pour les particuliers parce qu'ils vont payer leurs produits plus chers, etc. Ce qui est vrai sur le papier quand tu t'arrêtes vraiment purement la situation à l'instant A si tu regardes ce qui vient d'appliquer. Mais ce qu'il faut aussi aller derrière, c'est qu'en réalité Trump est surtout en train de rééquilibrer des situations qui étaient inéquitables pour les États-Unis, parce que les États-Unis étaient une des zones où tu pouvais vendre des marchandises avec le moins de droits de douane au monde, et en fait, ils commerçaient avec des pays, justement, par exemple, le Cambodge, qui est un peu j'en parle parce que ceux qui ont pris le record, en fait, sont à 49% de droits de douane, enfin, C'est tonton qui rigole. c'est quasiment, quand tu mets 49% de droits de douane sur un pays, c'est quasiment qu'ils ne pourront plus rien importer chez toi, parce qu'en fait, ils seront full non compétitifs par rapport aux autres entreprises. Sauf qu'en fait, le Cambodge était un pays qui de l'autre côté appliquait à peu près 35% de droits de douane sur les produits américains. Donc en fait le Cambodge était d'un point de vue strictement de la balance commerciale largement positif dans ses excédentaires, merci, dans ses relations commerciales avec les États-Unis, parce qu'en fait eux impliquaient des droits de douane quand les Américains importaient des choses au Cambodge, mais quand le Cambodge importait des choses aux États-Unis, il n'y avait pas de droits de douane. Donc en fait il rétablit quand même une situation qui était inéquitable à un moment donné, et en plus moi, c'est quand même ce que j'ai retenu et ce qui prouve bien qu'en réalité, et c'est ce que je pense, on verra si là je suis en train de faire le Julien Madame Irma, mais franchement, je pense que tout ça va se calmer dans quelques mois parce que ce qui n'a pas été concerné par les droits de douane, c'est les matières premières les plus stratégiques, donc pétrole, acier, aluminium et charbon, qui sont plus ou moins les 4 plus grosses matières premières si ce n'est en termes de prix, en termes de volume en tout cas sur ce qui transite entre les différents pays. Et en général, c'est vraiment si tu commences à taxer ça que là par contre tu bloques tout le monde parce que tout de suite les entreprises qui du coup doivent payer plus cher pour des matières premières aussi stratégiques vont se retrouver d'un coup à devoir arrêter leur activité si elles sont pas capables de immédiatement pouvoir reporter ce prix-là sur leurs produits. Donc déjà, il a calmé un peu le jeu là-dessus. Ça, c'est le premier point à comprendre. Et le deuxième, c'est qu'en fait, il envoyait un gros signal en mode, en fait, si vous voulez moins de droits de douane, va falloir venir négocier avec moi. Ouais, c'est exactement ce que je me disais quand j'ai vu ça, c'est que il a fait un tableau et tout avec les pourcentages des droits de douane. Je vous invite à aller le regarder si ça vous chante. Mais c'est vrai que je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il fait un peu le buzz exprès pour qu'en fait chacun vienne renégocier après à sa table, tu vois, genre il met au taquet et en fait après chacun va pouvoir un peu discuter et rebaisser les droits de douane. Je pense que c'est pas si bête en vrai d'adopter une économie protectionniste comme ça. Si je me mets à la place des USA, pour nous ça fait chier, mais Mais en fait, effectivement, tu vas avoir deux intérêts majeurs. T'as le premier qu'effectivement, tu t'obliges le pays d'en face à venir renégocier ses droits de douane, donc possiblement lui le baisser si depuis X dizaines d'années il avait des droits de douane et que en face t'avais pas la même chose. Et de l'autre côté, c'est peut-être le point le plus intéressant là-dessus et que je pense ça a été très peu expliqué. Moi, j'ai vu quelques personnes l'aborder ici et là, mais c'est surtout qu'en faisant ça, il va obliger à relocaliser les bénéfices aux États-Unis.
Et ça, c'est le plus important. Parce qu'en fait, on oublie un droit de douane, sur quoi ça s'applique. Les droits de douane, ça s'applique sur un prix, surtout. Ah, pardon. Si tu dis que justement un droit de douane, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai répondu. Non, mais t'as raison, ça s'applique sur un prix, mais ça s'applique sur, enfin, je veux dire, ça s'applique sur un bien, mais surtout sur le prix de ce bien. Donc, c'est le prix de ce bien qui va déterminer le montant du droit de douane. Donc, si par exemple, je sais pas moi, t'importes une caisse de bouteilles de vin, disons à 50 € aux États-Unis, si forcément c'est une entreprise française qui la vend aux États-Unis, ça arrive 50% à la douane. Si tu mets des droits de douane de 20%, ça veut dire que grosso modo, l'entreprise doit les vendre plus 50 €, mais 60 € au marché américain. Donc ça, c'est la théorie. Mais si maintenant l'entreprise française, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut s'installer aux États-Unis. Ouais. Elle peut importer son vin, non pas pour 50 €, mais par exemple pour 25 €. Pour la valeur de production, en fait. Exactement. Et en gros, la marge, elle ne la fera plus en France, mais elle la fera aux États-Unis. Mais qui dit que la marge est faite aux États-Unis, dit que les impôts payés sur la marge ne le seront plus en France, mais le seront aux États-Unis. Et ça, c'est super intelligent de faire ça. Bah, c'est La Gueule, pour ceux qui connaissent. C'est pas très loin de chez nous. En plus, c'est dans l'Aveyron. Les couteaux La Gueule, en fait, le mec, il a un tiers de son chiffre d'affaires, c'est les USA. Et rien qu'il a fait le salon de New York et tout, j'ai vu ça dans le Midi Libre, pour vous dire. Et il a fait le salon de New York, etc. Et en fait, il était vachement emmerdé par les droits de douane parce que forcément, bah, quand ils importaient à la valeur, au final, ça, en fait, il perdait vachement de sa marge. Bah voilà, il perdait sa marge en fait. Et du coup, bah, ça fait une fuite aux États-Unis, tu vois. Du coup, il ouvre une filiale et il fait ce que t'as dit. En fait, il importe pour le prix de production, donc flat. Et en fait, sa valeur, il l'a fait en vendant aux États-Unis avec le vrai prix. Et l'impôt est quand même nettement moins cher. Je sais pas combien ils sont sur impôt société aux USA. Alors, quasiment. Ouais, c'est quasiment impossible de le dire parce que t'as plusieurs. Ça dépend l'État. Oui, voilà, ça dépend l'État. T'as plusieurs types d'impôts, mais grosso modo, c'est vrai qu'en termes de pression fiscale, l'Europe est une des zones où la pression fiscale est le plus élevée sur les entreprises et les États-Unis est plutôt une zone qui est nettement en dessous. En tout cas, je pense que du coup, comme ça, il mangera mieux aux États-Unis. Et en fait, ça remet un peu en perspective que chez nous, franchement, il y a aucune stratégie du coup, parce que t'imagines La Gueule, c'est genre un village en Aveyron. Le type envoie sa valeur ajoutée aux USA au lieu de... Et elle sera donc taxée là-bas, réinvestie là-bas aussi. Réinvestie là-bas, consommée là-bas, et en fait, bah, ça saoule, quoi, du coup, parce que c'est nos savoir-faire, etc. Mais lui, on a décidé autrement. Je trouve ça un peu dommage, mais en fait, je pense que plus ça avance, plus d'entreprises vont faire ce genre de choses, tu vois. Oui, complètement, parce qu'en plus, Trump, il est full gagnant en plus. Lui, il est full gagnant, et puis en fait, je veux dire, t'as même des déclarations qui montrent à quel point en fait cette technique est une masterclass, parce que tu vois, t'as même Macron qui a encouragé les entreprises françaises à ne plus investir aux États-Unis. Donc en fait, mais lui il comprend rien. Lui, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que au lieu de justement ne rien dire ou d'essayer d'apporter un petit peu quelque chose de neuf, il est en mode OK, on va essayer de lancer un boycott des États-Unis. Non, mais en fait, les États-Unis, c'est la première zone économique mondiale, c'est le premier marché de consommateurs en termes de volume et surtout de pouvoir d'achat. Aucune entreprise aujourd'hui un minimum importante ne peut se permettre de se passer des États-Unis. Tu sais que d'ailleurs c'est mon cousin qui me l'avait dit, mais en fait, si tu ouvres une filiale française aux USA, par exemple, La Gueule, c'est ce qu'ils vont faire, automatiquement, green card. T'as ta green card, ouais, non, mais ça c'est sûr. Voilà, du coup, bon, je pense que Trump est pas si bête et c'est intelligent de faire ça pour les États-Unis, j'entends. Je sais pas si c'est forcément lui qui en a eu l'idée, mais en tout cas, je pense qu'il a été bien conseillé sur ce sujet-là et qu'en gros, la stratégie se tient. Et en plus, d'un point de vue de légitimité, il est au max parce qu'en fait, il l'a annoncé pendant la campagne présidentielle. Donc en fait, il peut pas avoir le truc des politiciens où en mode, au bout d'un moment, l'opinion publique se retourne un peu contre lui en lui disant, bah en fait, t'es en train de faire n'importe quoi, parce qu'en fait, il a été élu sur ce programme-là et il implique son programme. Ouais, donc non, franchement, le seul point où tu vois, il est, alors je dirais pas jusqu'à employer le mot malhonnête, mais en tout cas c'est pas du tout abordé là-dedans, c'est que là pour l'instant on est sur des droits de douane qui sont uniquement sur les biens et pas sur les services. Et en fait la balance commerciale des États-Unis est extrêmement profitable sur l'aspect des services, parce qu'en fait grosso modo avec les GAFAM, ils vendent tellement de services, Google, Amazon, tout ça, exactement, à travers le monde, qu'en réalité ils récupèrent une grosse partie de ce qu'ils perdent, parce qu'en gros faut voir, les États-Unis, ils importent beaucoup de biens parce que c'est souvent moins cher de fabriquer ailleurs, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui
c'est moins cher de fabriquer ailleurs qu'aux États-Unis. Par contre, les États-Unis étant la pointe de la technologie, ils font plein de services, notamment informatiques, qu'ils revendent après au reste du monde, et c'est un peu comme ça qu'ils équilibrent en tout cas le montant de leur balance commerciale. Et c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, ça n'a pas été abordé parce qu'en fait, il n'y a pas de droit de, enfin, pour l'instant, il n'y a aucune taxe qui est prévue, aucun droit de douane sur les services parce que les Américains savent que pour le coup, c'est pas intéressant pour eux. C'est pas intéressant, parce que s'ils commencent à mettre des taxes sur les services que vendent les autres pays aux États-Unis, les autres pays feront la même chose et ils seront moins gagnants là-dessus. Mais du coup, ça fait que là, les marchés boursiers et crypto, ils font un petit peu la gueule. Ouais. Du coup, sauf qu'en réalité, la crypto résiste mieux que les marchés boursiers. Et j'ai vu un graphe, alors bon, j'ai juste vu, hein, ça encore une fois, ça veut pas dire que forcément c'est super prolifique et que c'est le moment d'acheter, mais en tout cas là, le Bitcoin, c'est un graphique qui comparait en fait qui comparait le Bitcoin au Nasdaq. Donc il y avait un algorithme qui avait permis de calculer en gros une parité qui était estimée depuis une dizaine d'années, et le Bitcoin est au plus haut par rapport plus ou moins à la valorisation que tu retiens du Nasdaq aujourd'hui. Ok, ouais. Donc on est sur un plus haut. Donc ça veut dire quand même que en termes de réserve de valeur ou en termes de ce que ça inquiète, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, même si les crypto-monnaies, encore une fois, c'est considéré comme du risque et que du coup, quand tu as de la volatilité, les fonds d'investissement vendent le risque, donc vendent des cryptos. Aujourd'hui, si les gérants de fonds doivent faire un choix, ils sont quand même plus vendeurs sur le marché actions et notamment forcément sur les marchés actions américains que nécessairement sur le marché crypto. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du coup ou... Franchement, moi je pense pas non plus. Moi je suis pas inquiet parce qu'en fait, faut pas oublier que Trump, ce qu'il veut, c'est plus ou moins faire ce qu'il a dit pour son électorat. Et son électorat, c'est la classe moyenne américaine. Donc là, en fait, il est en train de faire tout ce qu'il peut pour essayer au maximum de réindustrialiser les États-Unis, de refaire venir des entreprises, de réembaucher au maximum, et en même temps, surtout de régler un petit peu le gros problème des États-Unis depuis une petite quinzaine d'années, c'est la planche à billets qui fait que tous les 100 jours, les États-Unis imprimaient 1000 milliards de dollars qu'ils jetaient dans l'économie, dont forcément une bonne partie repartait dans le reste du monde. Donc c'est un petit peu ça qui est en train d'essayer d'arrêter. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que si à un moment donné la pression de guerre commerciale devient trop importante et que les Américains commencent à avoir du mal à avoir certains biens de consommation qui étaient importés et qu'ils commencent à râler à cause de ça, je pense que Trump se calmera. Mais je pense que ça ira pas jusque là, que ça se calmera avant, parce qu'en fait tous les pays vont se mettre à la table des négociations, vont commencer à proposer des cadeaux aux États-Unis, à proposer des accords de libre-échange. J'ai vu que déjà que Musk hier, il a proposé qu'il y ait des discussions pour un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, ce qui par exemple réglerait déjà pas mal de problèmes entre les Américains et l'Europe, qui est quand même la deuxième zone économique mondiale. Donc franchement, ça serait, je pense, des choses qu'on peut attendre dans les semaines qui arrivent. Juste question random, quand tu dis Trump il va aller négocier avec l'Europe, en tout cas il va y avoir des échanges avec l'Europe. C'est qui parle au nom de l'Europe du coup? La Commission européenne, bien évidemment. C'est Ursula du coup. Ouais, c'est Ursula. Génial. Et par rapport à... Ouais, ah non, je confondais ce que j'allais dire. J'allais dire celle qui a dit que son fils s'était fait voler ses cryptos, mais c'est pas Ursula qui avait dit ça, c'était Christine Lagarde. Ouais, Christine Lagarde, c'est la BCE. Ça. Ouais. C'est de la même organe, enfin bref. On les confond presque. Et là, par rapport à l'Ukraine, du coup, tu penses que ça donne quoi? Parce qu'au final, là, franchement, je pense que il s'est un peu fâché. Et Trump, au final, il s'est un peu fâché. Au final, j'ai l'impression que la news a été complètement... là, je pense que en fait, tout le monde est sur les droits de douane et sur plus ou moins la santé économique de leur pays. Je pense que maintenant, l'Ukraine, ça passe... genre, t'as pas mal de sujets plus importants pour l'instant que l'Ukraine. Je pense que Zelensky il va pas tarder à refaire, je pense, une tournée mondiale avec son petit jet privé pour aller voir tout le monde, parce que je pense qu'on est en train de l'oublier. Bon, c'était plus ou moins les news de la semaine. Est-ce que t'en as une qui est cachée? Ouais, j'en avais rajouté une sur la liste. Comme d'habitude, tu passes à travers. C'est parce que la liste est scindée en deux pour ma défense. Vas-y, parle de la dette, du coup. Je voulais reparler un petit peu parce que c'est vrai que on en avait parlé plus ou moins dans un des derniers épisodes avec les fameux fonds pour la défense, etc. Et reparler des dettes parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de déclarations justement de membres du gouvernement qui disent toujours que la France est riche et que grosso modo la dette, la France c'est pas un souci. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même rappeler que la dette c'est quand même la dette de l'État français et que le patrimoine des Français c'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'État français par le biais de ses dirigeants politiques a pris des décisions qui ont été si mauvaises qui se sont surendettés, je veux dire à la fin des fins, c'est pas forcément pour ça que ça doit revenir absolument sur le coin de la figure des Français derrière. Après, ça c'est un
principe, parce que dans les faits, Oui, c'est j'allais dire, c'est un évidemment peu une que utopie. tu peux pas dire c'est bon, l'État français c'est fini, du coup les dettes qui étaient accrochées s'arrêtent aussi. Mais il faut bien voir que ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros rien ne permet d'un point de vue en termes de légitimité que l'État français à un moment donné décide de se servir sur le patrimoine des Français pour rembourser les dettes. C'est-à-dire, tu veux dire vendre des monuments Par ou exemple, ou enfin, je sais pas, des brevets, des trucs comme ça? oui, ou commencer à se servir concrètement sur les comptes, même Ah, si mais ils en ont parlé, ça, de prendre l'épargne. D'ailleurs, t'as tous les boomers qui étaient là. ah Ouh, oui, nous, on est là. Nous, ça on en parle, mais je tout pense est que c'est quand même important décentralisé. de s'en Ouais. souvenir, parce que t'as des fois le côté un peu de te dire ah ouais non mais forcément ça fait bondir tout le monde quand tu parles de saisie de l'épargne. Mais je pense que c'est intéressant de reprendre un petit peu de recul là-dessus et de bien regarder, parce qu'en soi si à un moment donné tu dois de l'argent, tu peux pas dire ah mais non mais vous pouvez pas saisir sur mes comptes alors que je dois de l'argent. Sauf qu'effectivement aujourd'hui c'est pas les Français qui doivent de l'argent, c'est l'État. Ça veut pas dire que c'est pas les Français qui paieront à la fin, ça veut simplement dire que l'État n'a aucune légitimité pour se servir ce qu'il a besoin ou ce qu'il a trop mal utilisé pour pouvoir rembourser ce qu'il devait. Après, Macron, il l'avait dit, hein, c'était un peu la politique quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que t'as raison, au final, la dette, elle est pas extensible non plus. Et au bout d'un moment, on peut pas rester surendetté sinon on finit comme la Grèce. Est-ce qu'on est pire que la Grèce, tu penses, là, actuellement? Non, parce que la Grèce, ils étaient montés à 250% du PIB. Aïe, aïe. Après, c'est un plus petit pays, ça fait toujours des montants moins gros. Faut pas, Je faut crois pas, faut pas qu'en oublier tant que qu'on est une zone. En tant que Français, on travaille beaucoup aussi. Je crois que notre PIB est assez élevé au final par rapport au nombre de personnes. Tu vois, on dégage quand même pas mal Non. de valeur. Non? Ah non, 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 au contraire, non. On a un décrochage énorme de notre PIB par habitant comparé aux États-Unis. Dans les années Ouais, bah, 80, on avait à peu près un PIB par habitant qui était équivalent. Aujourd'hui, on a 50% d'écart. ouais, mais pour le temps travaillé, je crois. Il y avait un truc comme ça. Non, au contraire, on a un pays qui est justement qui est un des problèmes je pense, de PIB, de compétitivité de la France aujourd'hui, c'est le taux d'emploi et le taux d'activité des actifs. Parce qu'en réalité, il y a plus beaucoup de gains de productivité. Mais le problème, c'est que en réalité, je pense que d'un point de vue technologique, t'as beaucoup de choses qui évoluent. Et genre, rien qu'aujourd'hui, tu regardes ChatGPT, tu te dis, ok, c'est un gain de productivité Ouais, énorme quand grave. tu commences à l'utiliser dans des entreprises. Mais je pense que ces gains-là sont complètement effacés par plus ou moins l'amplification administrative en permanence. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est-à-dire ce que tu gagnes d'un côté en temps, tu le repères de l'autre avec des nouveaux fonctionnaires qui viennent contrôler. On Et nous en parle assez souvent, de toute façon. ouais, mais c'est vrai, tu vois, la dernière fois, j'entendais encore un mec qui fait sur une chaîne YouTube qui parlait du fait que on se posait pas souvent la question parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires qui contrôlent, et en fait, on se pose pas souvent la question du nombre de fonctionnaires qui sont là pour contrôler les fonctionnaires qui contrôlent, tu vois. Donc à la Ouais. fin des fins, tu te retrouves à payer 3 fois un fonctionnaire pour le même contrôle, et après tu t'étonnes que forcément t'as des contrôles en permanence, quoi. Bah, toi, t'as jamais trop géré un contrôle fiscal, c'est plutôt les comptables, mais moi, du Mais coup, je parle même pas des contrôles fiscaux là, je parle des ah oui, contrôles mais juste pour te donner l'exemple, sur le contrôle fiscal, en fait, tu peux avoir 3 personnes. Parce que t'as la première qui est ouais. contrôlée par la deuxième et qui est finalement contrôlée par le mec tout en haut, tu vois. Oui, non mais sans oublier qu'en plus ça c'est ceux que tu vois, mais sans doute qu'en interne Oui, ils ont il comme doit y avoir des d'habitude intermédiaires ou je d'avoir ne sais des qui, intermédiaires, t'en as qui font des reportings, tu dois avoir une sorte de back-office qui vient te dire si ton contrôleur plus ou moins son taux de rentabilité sur chaque contrôle. Non mais c'est un enfer. Ouais. Bref, ça fait, je pense, une bonne clôture pour ces actus de cette semaine-ci. Ouais. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous dire vos actus de la semaine. En vrai, ça nous fait plaisir de vous Parfait. lire. Et on vous dit à jeudi On pour vous dit à jeudi l'épisode pour, principal. Exactement. Allez, ciao. Ciao.